$1000, c'est le prix de départ habituel pour un seul cigare de qualité supérieure, tandis que certains exemplaires d'exception atteignent des sommes s'élevant à plusieurs millions de dollars. Pourquoi un objet dépourvu de plaquage en or ou de diamants incrustés peut-il posséder une telle valeur marchande? À première vue, un cigare n'est qu'un simple assemblage de feuilles de tabac roulées manuellement. Mais en réalité, l'absence de matériaux précieux est compensée par une complexité de fabrication qui dépasse l'entendement industriel classique. Plus de 600 paires de mains interviennent directement dans le cycle de production d'un seul cigare authentique. On voit comment chaque intervenant manipule la matière avec une précision millimétrée. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe car le processus exige de franchir des centaines d'étapes individuelles et rigoureuses. Le facteur temps constitue une contrainte technique majeure pour les ateliers de renommée mondiale. Tout se complique encore lorsque l'on considère que la maturation des feuilles nécessite parfois jusqu'à 5 ans d'attente avant même la phase d'assemblage finale. L'équipement sépare progressivement les grades de tabac selon leur texture et leur teneur en huile. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'intérieur des manufactures les plus prestigieuses révèle une organisation millimétrée où chaque geste technique définit la structure du produit de luxe. On peut remarquer la manière dont les artisans trient les feuilles par couleur et par taille pour garantir une combustion parfaitement uniforme. Cela ne s'arrête pas à cette étape de sélection. Le parcours complet de ce produit artisanal raffiné repose sur une exigence de contrôle permanent de l'hygrométrie et de la température ambiante. On voit comment les rouleurs compressent les feuilles sans briser les fibres délicates. Le processus achève cette phase de découverte initiale, ouvrant la voie à l'analyse détaillée des techniques de fermentation. 250 millions de cigares quittent chaque année les manufactures de la République dominicaine pour être expédiés aux 4 coins du globe. Ce chiffre colossal marque le basculement d'une hégémonie historique vers une nouvelle ère de production industrielle et artisanale. Pourquoi la République dominicaine a-t-elle fini par détrôner Cuba, autrefois considéré comme le berceau sacré et l'unique référence absolue du tabac? On pourrait supposer que ce changement est uniquement le fruit de tensions politiques ou de dynamiques commerciales complexes. Mais en réalité, cette ascension fulgurante repose sur une exigence de qualité sans précédent, où des maisons comme Davidoff, Arturo Fuente ou La Flor Dominicana ont propulsé l'art du roulage manuel vers des standards techniques d'une précision chirurgicale. La suite devient plus complexe. On peut remarquer comment les artisans manipulent les feuilles avec une dextérité millimétrée, garantissant une combustion parfaite que la tradition cubaine peine parfois à maintenir. Le choix entre l'héritage historique de la Havane et la rigueur moderne des ateliers dominicains divise désormais les cercles d'initiés. Mais ce n'est que le début. Indépendamment de son origine géographique ou du prestige de sa bague, le cigare demeure intrinsèquement un assemblage de feuilles de tabac transformées. Une confusion persiste souvent dans l'esprit du public, associant ce produit à un luxe raffiné qui serait moins offensant pour l'organisme que la cigarette. À première vue, l'absence d'inhalation profonde suggère une dangerosité moindre, mais la réalité chimique est bien différente. Un seul cigare peut en effet concentrer entre 10 et 20 fois plus de nicotine qu'une cigarette standard. Les molécules de nicotine et les divers agents toxiques ne cheminent pas vers les poumons de manière directe, mais ils s'infiltrent dans le système sanguin par absorption lente à travers la muqueuse buccale. Tout se complique encore. La consommation régulière déclenche un mécanisme d'addiction puissant par cette voie percutanée. L'équipement biologique humain subit alors une exposition prolongée qui accroît statistiquement les risques de pathologies sévères localisées. On voit comment les tissus de la bouche, du larynx et de l'œsophage sont sollicités par la chaleur et les résidus chimiques, entraînant des dommages structurels au niveau des gencives et des muqueuses. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. La densité de la fumée constitue un autre paramètre technique crucial. Plus lourde et plus chargée en particules fines que celle d'une cigarette, elle stagne durablement dans l'environnement immédiat. Pour les individus exposés de manière passive et fréquente à ces volutes épaisses, les systèmes respiratoires subissent des agressions invisibles pouvant mener à des troubles pulmonaires chroniques. La matière toxique quitte ainsi le foyer du cigare pour saturer l'espace ambiant, marquant la fin de la combustion. Des graines plus petites qu'une tête d'épingle marquent le commencement du trajet d'un cigare de qualité supérieure, bien avant l'entrée dans les manufactures.
Ces semences minuscules font l'objet d'une sélection rigoureuse avant d'être semées dans des plateaux remplis d'un sol stérile, puis recouvertes d'une mince couche de substrat de croissance. Cette couverture est dosée pour retenir l'humidité nécessaire, tout en laissant filtrer la lumière indispensable à la germination. Pourquoi les plateaux sont-ils confinés dans des serres hermétiques? On pourrait imaginer que l'air libre favoriserait une croissance plus naturelle des jeunes pousses. Mais en réalité, le maintien d'une température, d'une hygrométrie et d'une luminosité contrôlée avec une précision horaire évite toute déviation biologique. En quelques jours seulement, les premiers germes verts percent la surface du substrat. Mais ce n'est que le début. Les plants se développent de manière constante durant une période de 4 à 6 semaines, jusqu'à atteindre une hauteur comprise entre 15 et 20 cm environ. À ce stade de maturité intermédiaire, les semis sont prêts à quitter l'environnement protégé de la serre pour être introduits dans les champs. Dans les exploitations de haute voltige dédiées aux cigares artisanaux, cette transplantation s'effectue intégralement à la main. On peut remarquer comment chaque plant est positionné en rangée rectiligne dans une terre meuble et aérée. L'espacement entre les tiges est mesuré à la largeur d'une main pour empêcher le chevauchement des feuilles et permettre aux racines de s'ancrer profondément dans le sol. Bien que certaines exploitations modernes utilisent une assistance mécanique pour cette tâche, le principe de densité de plantation n'est jamais compromis. Dans de nombreuses plantations de République dominicaine et du Nicaragua, les agriculteurs respectent un calendrier de plantation extrêmement strict, limité aux premières heures de la matinée. La suite devient plus complexe. À cette heure précise, la lumière du soleil reste douce et l'humidité ambiante élevée, tandis que la terre conserve une souplesse idéale pour l'enracinement sans stress thermique. Une fois que les plants de tabac ont établi leur croissance en plein champ, la culture entre dans sa phase la plus déterminante, celle du contrôle de la croissance. Cette étape dure environ 6 à 8 semaines et vise à produire des feuilles de la plus haute qualité possible. Les cultivateurs surveillent quotidiennement la coloration du limbe, la fermeté de la tige, le taux d'humidité du sol et la vitesse de développement, ajustant la fréquence de l'irrigation en conséquence. Selon la configuration du terrain, des systèmes de goutte à goutte ou un arrosage manuel sont déployés. L'équipement sépare progressivement l'apport en nutriments pour s'assurer que chaque unité reçoive la quantité exacte d'eau nécessaire. Mais le processus ne fait que prendre de la vitesse. Lorsque les plantes atteignent une hauteur située entre 120 et 150 cm, des bourgeons de fleurs d'un violet pâle apparaissent au sommet. Ce signal visuel déclenche l'essimage, consistant à retirer manuellement l'extrémité supérieure de la plante avant la floraison. En procédant ainsi, l'énergie de la plante est détournée de la reproduction pour être concentrée exclusivement sur l'expansion des feuilles. Parallèlement, les pousses latérales sont éliminées sélectivement afin d'éviter la dispersion des nutriments. Tout se complique encore. La récolte débute quand la tige dépasse les 150 cm de hauteur, s'effectuant feuille par feuille selon des strates clairement identifiées. Selon sa position le long du tronc, chaque feuille développe un profil de puissance, un arôme et une teneur en nicotine totalement distinctes. Contrairement aux méthodes de récolte de masse, ce processus s'étale sur plus d'un mois, car la plante reste en terre après chaque passage. Cela permet aux étages foliaires restants de poursuivre leur maturation de manière optimale. Le niveau le plus bas est désigné sous le nom de valado, composé de feuilles fines et légères qui brûlent de façon régulière. Elles servent de base de combustion à l'intérieur du mélange pour maintenir une incandescence constante. Environ une semaine plus tard, les feuilles vissaux de la section médiane sont prélevées. Plus épaisses et plus élastiques, elles sont moyennement aromatiques et équilibrent la structure ainsi que la saveur. Passage au niveau suivant. Enfin arrivent les feuilles de liguero, situées tout en haut de la plante, chargées d'huiles essentielles et de nicotine à cause de leur exposition prolongée au soleil. C'est le type de feuille le plus puissant, placé au cœur du cigare pour lui donner du corps et prolonger la persistance en bouche. À première vue, la récolte pourrait être automatisée pour gagner en efficacité. Mais en réalité, chaque feuille doit demeurer intacte et sans la moindre ecchymose. Le tabac quitte les champs pour entamer sa transformation en produit fini, passant ainsi à un stade apaisé de son traitement. 30 à 45 jours, c'est la durée exacte nécessaire pour que les feuilles de tabac fraîchement récoltées entament leur métamorphose au sein des séchoirs traditionnels.
Pourquoi privilégier ces vastes hangars en bois plutôt que des machines de séchage industrielles modernes? On pourrait croire que l'automatisation accélérerait la production, mais en réalité, seule cette méthode ancestrale permet une transformation biologique lente et profonde. Le processus ne se limite pas à une simple évacuation de l'humidité, car c'est ici que la chlorophylle se décompose progressivement pour laisser place aux premiers composés aromatiques. Chaque feuille est pliée avec précision au niveau de sa tige, puis suspendue sur des perches horizontales en bois, qui s'étirent d'un bout à l'autre du bâtiment. On voit comment les rangées de feuilles saturent l'espace jusqu'au plafond, formant une structure complexe semblable à une immense toile organique. Selon la variété cultivée et le profil de saveur recherché, les ouvriers appliquent des méthodes de séchage à l'air, au soleil, à la chaleur ou par fumaison. Mais ce n'est que le début. L'équipement de mesure est ici remplacé par l'instinct humain. On peut remarquer comment les travailleurs expérimentés testent le degré de préparation uniquement par le toucher et l'odorat, évaluant la souplesse du limbe. La suite devient plus complexe. Au début du cycle, l'air à l'intérieur du hangar dégage une acidité tranchante et une odeur d'herbe brute. À mesure que les jours passent, le parfum évolue vers des notes plus douces et sucrées, tandis que la couleur vire du vert au jaune pour atteindre enfin ce ton brun cuivré qui caractérise un tabac parfaitement affiné. Le flux d'air et l'humidité sont régulés manuellement par l'ouverture ou la fermeture des fenêtres en bois qui bordent le séchoir. Un retard de quelques heures dans cet ajustement peut être fatal, entraînant le développement de moisissures blanches ou rendant le lot entier cassant et sans aucun arôme. Tout se complique encore lorsque les feuilles atteignent le niveau de flexibilité requis. Elles sont alors rassemblées et empilées pour former de grands massifs appelés pylônes. Ces piles ne subissent aucune pression mécanique externe. Le poids propre des feuilles suffit à engendrer une compression naturelle, créant les conditions thermiques indispensables à la fermentation. Pour surveiller cette réaction biologique interne, les ouvriers insèrent un tube métallique creux jusqu'au cœur de chaque pylône. Si la température dépasse 50 degrés Celsius, la structure entière est démantelée, retournée manuellement et reconstruite. Ce cycle de retournement se répète 3 à 5 fois durant la fermentation. La durée varie selon la nature du tabac. 6 semaines pour les feuilles de type Ligero, riches en huile et épaisses, contre 3 à 4 semaines pour les variétés plus fines comme le Viso ou le Velado. Passage au niveau suivant. Une fois cette étape franchie, les maîtres artisans entament la phase de tri manuel sur de grandes tables de travail. Chaque botte est défaite pour que chaque feuille soit examinée individuellement selon sa position d'origine, sur la plante, son épaisseur, sa teneur en huile et l'élasticité de ses veines. L'équipement sépare progressivement les éléments selon leur destination finale. Les feuilles destinées à la tripe forment le cœur, la sous-cape maintient la structure et la cape, sélectionnée pour sa perfection visuelle absolue, servira d'enveloppe extérieure. Les feuilles sont ensuite regroupées par bottes de 35 à 50 unités, liées avec des cordes en fibres naturelles. Certains producteurs poussent la traçabilité jusqu'à étiqueter chaque lot par année de récolte et région de culture. Mais avant l'assemblage, une étape critique demeure, le retrait de la nervure centrale. Si elle restait intacte, la combustion du cigare serait irrégulière et sa structure inégale. Cependant, la tige ne peut être retirée sur un produit sec sous peine de briser le limbe. Le processus ne fait que prendre de la vitesse avec une réhumidification contrôlée. Les bottes sont placées dans des chambres humides ou recouvertes de linge mouillé pendant 12 à 24 heures. Une fois la souplesse retrouvée, les ouvriers tirent délicatement sur la tige, la séparant du limbe de la base jusqu'à la pointe. Pour les capes et sous-capes, le retrait est total afin de garantir une surface lisse. Pour la tripe, seule la partie inférieure est enlevée, laissant un petit noyau structurel qui favorise une combustion lente et régulière. Le temps devient alors l'unique ingrédient actif dans les salles de vieillissement. Certaines capes de qualité supérieure y reposent pendant 10 ans. Chaque paquet porte une étiquette précise mentionnant la variété et la date de début du stockage. À l'issue de cette période, les maîtres assembleurs réévaluent chaque feuille pour créer le mélange final. Leur rôle est d'équilibrer les propriétés de combustion, la force de l'arôme et la profondeur du goût. La construction physique commence par la tripe, où chaque feuille est roulée en une spirale lâche pour permettre une circulation fluide de la fumée.
on voit comment la sous-cape est ensuite appliquée en un mouvement hélicoïdal, du bas vers le haut, sans aucun pli ni vide d'air. Le cigare est ensuite placé dans un moule en bois sous pression modérée pendant plusieurs dizaines de minutes. La suite devient plus complexe sur la table du rouleur, qui doit poser la cape finale avec une finesse extrême. L'artisan dissimule chaque jointure tout en préservant l'élasticité naturelle du tabac. Pour finir, la tête du cigare est taillée proprement et scellée avec une goutte d'adhésif végétal. Bien qu'un expert réalise ces gestes en moins de 5 minutes, ce niveau de maîtrise exige des années de pratique. Avant l'emballage, chaque unité subit une inspection rigoureuse sous une lumière focalisée pour vérifier l'uniformité de la couleur et l'absence de déchirure. La densité est testée par une pression manuelle sur toute la longueur pour détecter d'éventuels points creux ou des zones trop compactes. Après cette validation, les cigares patientent encore quelques semaines avant d'intégrer des boîtes en bois de cèdre. Ce matériau est privilégié pour sa capacité à maintenir l'hygrométrie et à préserver les huiles essentielles. Les lignes les plus prestigieuses reçoivent des bagues officielles et des certificats mentionnant le numéro de lot et l'artisan responsable. Le produit fini quitte alors l'atelier, marquant la fin de cette longue chaîne de transformation manuelle. L'acier des outils se repose et les feuilles stabilisées rejoignent le circuit de distribution. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie à la consommation finale. 25 grammes de matière organique. Tel est le poids moyen d'un objet qui ne se limite pas à sa simple composition physique de tabac. Pourquoi cette structure cylindrique est-elle considérée comme un réceptacle d'histoire et de savoir-faire par les spécialistes? On pourrait supposer qu'il s'agit d'un simple produit agricole transformé. Mais en réalité, chaque couche de feuilles superposée et chaque mouvement précis lors du roulage à la main constitue l'aboutissement technique de plusieurs générations d'artisans. Les mains des ouvriers s'activent avec une régularité mécanique pour assembler les composants de la tripe, de la sous-cape et de la cape. On voit comment les doigts experts sélectionnent les textures et les élasticités pour garantir une combustion optimale. L'équipement manuel, composé de la planche en bois et de la lame courbe, sépare et ajuste les contours avec une précision millimétrique. Tout se complique encore lors de l'étape de finition de la coiffe, où la fermeture doit être parfaitement hermétique pour assurer le tirage. L'immersion dans ce processus révèle une dévotion totale à la préservation d'un métier vivant où l'automatisme n'a pas sa place. Le passage au niveau suivant du cycle de vie du produit ne relève pas de l'habitude de consommation, mais s'inscrit dans un protocole technique rigoureux. C'est un rituel physique, une expérience personnelle profonde qui se déroule sans aucune hâte. On peut remarquer comment la structure interne de l'objet impose un rythme de combustion lent et régulier, forçant une interaction continue avec les propriétés thermiques du tabac. L'équipement industriel et les méthodes artisanales collaborent ici pour façonner des éléments qui influencent discrètement les standards de qualité mondiaux. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans l'analyse des industries qui structurent notre environnement technique. L'acier, le bois ou le tabac partagent cette même rigueur de transformation. La matière quitte l'atelier de l'artisan, passant à un stade apaisé.